Bonsoir, chers républicains. Aujourd'hui, nous débutons le premier épisode de la causerie républicaine sur les faits brûlants de l'actualité qui vous donne accès à interagir. Aujourd'hui, pour la thématique ici, le pourquoi Alpha Condé doit-il continuer? Nous allons ensemble essayer de débattre avec les amis Prosper Delamont, mais aussi Janet de la page Agrito. Et vous avez la possibilité, comme je le disais, les followers, les républicains, de pouvoir interagir au cours au fait, de cette causerie. Et pour commencer, je vais devoir en fait ouvrir la brèche avec notre ami Agrito. Et lui, il va aussi essayer de donner les raisons réellement. Qu'est-ce qu'il en pense sur cette question qui fait aujourd'hui la une de l'actualité, surtout en Guinée. Monsieur Djané, pour vous, pourquoi le professeur Alpha Condé doit-il continuer? Bon, salut Evra. Bon, moi, à mon sens, cette question a plus de valeur que de sens. De valeur parce que en démocratie, tout débat a de la valeur. Mais ça n'a pas de sens vu la physionomie politique de la Guinée, parce que on connaît quand même un peu le passé du professeur Alpha Condé, le passé de la Guinée surtout. Connaissant tout cela, on ne peut pas dire aujourd'hui que le professeur Alpha Condé peut être candidat. Surtout que le peuple de Guinée a tranché à partir du 22 mars 2020 en acceptant de changer Monsieur Djané, oui. Vous avez commencé à entendre pour dire que ce débat n'a pas de sens. Pourquoi vous, ce débat n'a pas de sens? Oui, ce débat n'a pas de sens dans la mesure où, juridiquement, sur le plan constitutionnel, le professeur Alpha Condé, c'est-à-dire la loi permet au professeur Alpha Condé d'être candidat. Secondo, sur le plan du bilan, parce que n'oublions pas aussi que le peuple juge, les Guinéens jugent à travers ce qui est le passé, en comparant le passé au présent. La Guinée, quand même, a une histoire. On a connu des difficultés par le passé avec la gestion de tout ce qui sont tous les opposants qui sont en face aujourd'hui. Bon, moi, j'ai l'impression que le peuple veut continuer avec Alpha Condé. Les sons que j'entends à travers le pays me laissent croire que le peuple veut. D'ailleurs, si le peuple ne voulait pas, le référendum sur la nouvelle constitution n'aurait pas pu passer parce que les Guinéens auraient dit non à la chose. S'ils ont voté pour, c'est parce qu'ils veulent forcément continuer avec le professeur Alpha Condé. Justement, tu as évoqué un fait qui est très important. Tu as parlé du bilan. Dis-moi, en termes concrets, qu'est-ce qui donne aujourd'hui au fait ce poids au président de la République d'être légitime, de briguer un mandat de plus? Parce que le Guinéen lambda a besoin de savoir réellement pourquoi, hormis ces manteaux de militantisme, pourquoi réellement nous voulons quelque chose de concret que nous pouvons brandir aujourd'hui pour dire voilà, telle raison et autre là-dessus. Je veux réellement que tu en développes très bien par rapport à ça. Parce que oui, quand on tient compte de l'historique et tout, mais maintenant nous sommes dans le présent. Réellement, qu'est-ce qu'il y a de concret à brandir? Qu'est-ce qui nous favoriserait aujourd'hui de pouvoir briguer un second mandat? Oui, mais tu parles de légitimité. Bon, la légalité, je l'ai expliqué, la Constitution le permet. La légitimité dépend de la perception du peuple à l'égard du dirigeant, quoi. Mais la légitimité aujourd'hui, c'est quoi? C'est le concret. C'est-à-dire le concret, c'est, imaginez 57 000 emplois créés au niveau de seulement des mines. Et en 2010, on était à 10 000 tonnes de capacité d'exportation de bauxite. Aujourd'hui, on est à 100 000 tonnes. 100 000 tonnes, ça nous donne aujourd'hui une possibilité à long terme, bon, c'est-à-dire dans un court horizon, d'avoir un PIB à un seul chiffre, à deux chiffres. Aujourd'hui, on est à 6,2. En tout cas, entre 2020 et 2026, il se peut qu'on ait un PIB à 10%. Oui. Donc, la légitimité, c'est un peu ça. Venons sur ce point, parce que si vous touchez au fait le domaine de l'exploitation minière,
Il y a bon nombre de Guinéens qui disent aujourd'hui que le président Alpha Condé a fait, c'est-à-dire il a fait un complot contre nos ressources. Parce que vous-même, vous êtes en train de développer quelque chose qui est très important, parce que quand vous parlez de l'exploitation minière des années précédentes et celle d'aujourd'hui, nous savons que ça a augmenté. Et quel est réellement l'impact que cela fait sur le revenu du citoyen lambda? C'est ce qui nous importe aujourd'hui ici, quoi. Oui, ben sur le citoyen lambda, le revenu a augmenté. Prenez d'abord le salaire le plus bas, la pension de retraite la plus basse en 2010, c'était 75 000 francs guinéens. Cette pension a été revue à plus de 200%. Aujourd'hui, vous pouvez demander à n'importe qui dans la rue, c'est-à-dire n'importe quel retraité peut te dire que sa pension a augmenté. N'importe quel salarié de la fonction publique, en tout cas qui s'est engagé dans la fonction publique avant 2010 ou bien à partir de 2010, c'est combien son revenu est aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de... c'est-à-dire qu'au contraire, le Guinéen ne peut pas dire qu'il n'a pas touché quelque chose. Mais je suis d'accord que tout n'a pas été fait. Moi, je suis réaliste, je suis pas con. Je suis d'accord que tout n'a pas été fait. Il y a des difficultés, je comprends l'empressement des Guinéens, je comprends la volonté des Guinéens d'être au même niveau que certains pays. Mais après, la Guinée a connu des difficultés. Aujourd'hui, on est en train de vivre sous la COVID-19. Donc, voilà. Tout ceci réuni ne nous permet pas de dire que tout a été fait. Mais c'est-à-dire, ce qui est important avec le professeur Alpha Condé aujourd'hui, ce qui n'a pas été fait, tout le monde le sait pourquoi ça n'a pas été fait, et il le dit, et il assume sa charge. Donc, pour vous, M. Diané, on parle au fait de continuer ces projets. Oui, mais il le faut. Aujourd'hui, il est la personne qui est capable de terminer ces choses. Vous êtes là. Donc, pour vous, aujourd'hui, tenant compte de tout ce que vous venez de rémunérer, donc, oui. Vous pensez qu'il est nécessaire de l'accorder encore un mandat de plus pour pouvoir terminer tous ces gigantesques chantiers qu'il a déjà entamés? Voilà. Nous allons passer vers notre ami Prosper. Prosper, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, oui. Voilà. Prosper, aujourd'hui, nous allons débattre un fait brûlant qui fait la une de l'actualité. Pourquoi Alpha Condé doit-il continuer? Pour vous, en tant que citoyen, cette question, comment vous la percevez? Merci très bien de m'offrir cette opportunité. En fait, cette question de présentation du président de la République émane d'une question très fondamentale. Fondamentale en ce sens que la Constitution qui est en vigueur, qui a été légitimement acclamée par le peuple de Guinée, lui permet, bien entendu, de s'offrir un nouveau mandat dans une nouvelle République. Mais nous n'allons pas aussitôt rapidement bondir sur cette question. Il va falloir y aller sur un bilan très important. Je le dis très bien. Nous avons un problème. Le problème est que on a toujours tendance à penser que ceux qui travaillent, on ne les apprécie jamais. Les présidents qui viennent en Guinée, le peuple de Guinée les observe. Mais il y a des adversaires politiques en Guinée qui aiment souvent jeter du discrédit sur les valeurs, sur le mérite des présidents guinéens. Nous le connaissons, ça n'a pas commencé par le président Alpha Condé, ça n'a encore pas commencé par le président Lansana Conté. On a toujours cherché à savoir, pour des questions d'intérêt politique, jeter du discrédit sur le mérite des présidents qui succèdent la Guinée. Et c'est un élément, un facteur très important qu'il ne faut pas oublier. Nous connaissons les processus dans lesquels, ou les conditions dans lesquelles la Guinée a passé d'un régime militaire pour un régime civil. Nous connaissons les problèmes. Au Ouaga, je le dis bien, c'était bien entendu évoqué qu'à 6 mois, il fallait automatiquement donner à la Guinée une constitution qui serait issue de la légitimité populaire. Mais nous savons voilà, Prosper, je ne vais pas te couper la parole, mais sur cette question, j'aimerais te dire, comme toi-même tu viens de le signaler, les accords de Ouaga
qui donnait en fait la possibilité au nouveau président de pouvoir en fait proposer une constitution, si je ne me trompe pas. Maintenant, ce que moi je voulais savoir, pourquoi attendre maintenant la fin de son mandat, son deuxième mandat, pour proposer cette constitution au PP? Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire depuis le début de son mandat ou bien à mi-mandat? Pourquoi attendre maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de flou qui a été préparé depuis longtemps derrière? C'est ce qu'on veut comprendre. D'accord. Vous savez, le premier mandat du président Alpha Condé était un mandat d'organisation institutionnelle et étatique. C'est un mandat qui ne lui a pas permis parce qu'il fallait donner de l'opportunité aux priorités, à la nécessité de redresser d'abord un État, puisqu'il a hérité d'un pays et non d'un État. Il avait gagné dans ce comme il le dit toujours. Voilà. Donc, c'était primordial, c'était d'une nécessité impérieuse pour qu'il institutionnalise, pour qu'il mette la Guinée sur la scène nationale et internationale. Et c'est ce qui fut fait d'abord pour un premier mandat. Donc, il ne pouvait pas. On avait des problèmes économiques, le redressement de l'économie nationale, il y avait des problèmes de redressement institutionnel, il y avait autant de problèmes sociaux qu'il fallait pourtant privilégier avant d'abord de passer pour la légitimité d'un test qui a été prévu. Donc, si vous voyez que le calendrier a été glissé, c'est parce qu'il y avait des préalables d'abord à faire pour l'obtention d'un état de droit. Et c'est cet état de droit, cet état démocratique qu'il a essayé de bâtir. Maintenant, c'est pourquoi nous n'avons pas beaucoup plus de bilan au fait, son premier travail, c'est-à-dire le travail du président Alpha Condé a commencé très précisément que dans le second mandat. Et ce second mandat aussi, nous le savons, l'intermédiaire, c'est-à-dire la phase transitoire entre le premier et le deuxième mandat, il y a eu la pandémie qui nous a frappés, qu'on appelait Ebola, et nous connaissons les circonstances dans lesquelles nous sommes sortis dans cette situation. Circonstances économiques, circonstances sociales, circonstances politiques. Donc, nous avons essayé d'enfouler notre économie encore pour nous sortir dans cette situation. Voilà, Prosper, avant de venir sur ces points, j'aimerais savoir, est-ce que la réforme sectorielle dont tu as souligné tout à l'heure, est-ce que c'est nécessaire de perdre 5 ans? Parce que tu as dit que son premier mandat, il s'est attelé à faire des réformes sous différentes formes de l'administration. Evra, s'il te plaît, laisse-moi rebondir sur la question du timing de l'organisation du référendum constitutionnel, quoi. Mais après, c'est un faux débat aussi. C'est un faux débat, ça aussi. L'ancienne constitution ne prévoyait pas de timing de révision de la constitution. C'est-à-dire que c'était pas. Oui, c'est écrit. Non, le législateur n'a jamais écrit dans l'ancienne constitution à 9 mois de la fin d'un mandat qu'on ne peut pas changer de constitution. Et puis, il ne faut pas que les Guinéens oublient. La Guinée était, en 2010, la Guinée était presque en cessation de paiement. Moi, j'ai vu le premier ministre Jean-Marie Doré de la transition crier sur tous les toits, demandant aux Guinéens d'aller rapidement aux élections parce que la Banque centrale n'était qu'à une semaine de capacité d'importation. Mais économiquement, poser la question à n'importe quel économiste au monde, il te dira qu'à une semaine de capacité d'importation, c'est presque la faillite. On ne peut pas demander à Alpha Condé pendant son premier mandat d'organiser un référendum alors que la priorité c'était d'abord de redonner corps à un État qui était déliquescent. Ce qui a été fait entre 2010 et 2015. En 2019, c'était beaucoup plus facile, on était tranquille. Voilà, Diané, rebondissant sur ce sujet. Moi, la question que je me pose, est-ce qu'il fallait perdre 5 ans juste pour la réforme sectorielle? Si M. Prosper peut nous aider sur ce plan, est-ce que 5 ans, vous ne trouvez pas ça trop pour une réforme sectorielle? Imaginez. Oui, mais il faut le savoir qu'il y a eu des avancées. Il y a eu beaucoup de réformes, tant sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique. Je vous dis que dans toutes les institutions, il y a eu beaucoup de réformes. Nous connaissons les réformes judiciaires, nous connaissons les réformes militaires et policières, nous connaissons les réformes qui se sont faites au niveau des institutions juridiques, y compris l'accessibilité à l'emploi qui a été ouverte par le président Alpha Condé, non seulement l'autonomisation des femmes, mais aussi l'émancipation des femmes. Nous connaissons aujourd'hui la dynamique d'une nouvelle génération qui se dessine même dans la nouvelle assemblée qui est déjà en place. Ce qui veut dire que nous sommes dans un processus de dynamique de changement d'institutions, mais aussi
d'une génération nouvelle qui est en train de s'affirmer même dans le régime du président Fakonde. Ce qui n'est pas à reste, ce qui n'est pas d'ailleurs à ignorer. Ceux qui pensent que c'est peut-être il est âgé, il est tel parce qu'il est en train de s'accaparer d'un pouvoir pour faire ceci, pour cela, c'est trop. Au même moment qu'ils sont en train de dire, nous connaissons leur parcours. Ceux qui se disent, qui cherchent des discrédits au président Fakonde, nous connaissons leur parcours. Nous les connaissons pour avoir soutenu des régimes ici pour faire un troisième mandat. Ça, ce n'est pas caché, ce qu'on de tous. Ceci la préoccupe. Monsieur Prosper, revenant sur cette question, vous l'avez évoqué si bien qu'il y a des gens que nous connaissons ici qui ont soutenu un mandat depuis ce vote-là. Mais est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de continuer à commettre les mêmes erreurs, c'est-à-dire de tourner en rond, ce n'est pas nécessaire de donner de la chance à la future génération, pendant que le président lui-même, il a mis, comme il a toujours dit, il a clamé haut et fort que son mandat, il le dédie aux jeunes et aussi aux femmes. Mais est-ce que c'était pas nécessaire de préparer déjà un dauphin pour qu'il puisse, au fait, prendre la relève? C'est un peu ça. Je comprends. Cette question de dauphin relève du parti politique qu'il incarne, c'est bien sûr ça. Bon. Au moment venu, bien sûr. Si je peux répondre sur la question. Au moment venu, le parti décidera sérieusement. Pour le moment, ce qui reste, c'est qu'il a des valeurs. Il incarne d'abord le soutien de son parti. Il incarne d'abord les mérites qui lui permettent. Bien entendu, même s'il y a des défauts, mais si ces défauts lui donnent beaucoup plus. Voilà, Prosper, vous allez garder l'écoute, le temps pour nous de prendre Mohamed Seydou Diané. Oui, Mohamed Seydou, on vous écoute. Bon, sur la question des réformes, il faut pas aussi oublier que une réforme, c'est-à-dire l'État est réformable sur une durée de 50 ans. On est élu, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire une réforme sectorielle doit se faire en 1 an ou bien en 2 ans. Non, les réformes, ça continue. Une réforme appelle toujours à une autre réforme. Donc il faut le comprendre dans ce sens. Maintenant, pour revenir à la situation du professeur Alpha Condé, bon, moi j'ai envie de vous répondre comme Chirac l'a fait en France quand on lui a posé la question quelle était la vision qu'il avait du futur président de la République de France. Il a répondu que la France a besoin d'un chef, pas d'un président. Bon, la même chose. En Guinée, moi j'ai besoin d'un chef. Alpha Condé, c'est un chef, c'est pas forcément un président. Donc, oui, c'est vrai, dans la définition qu'on peut trouver, qu'on peut avoir de la fonction présidentielle, c'est quelqu'un qui n'aime pas les saupoudrages diplomatiques, il a un grand parler. Si nous comprenons très bien. Mais il assume. Il n'est pas un président, mais il est un chef puisqu'il incarne des valeurs. Non, ayez le. Bon, attends, Evra, il faut avoir. Non, attends. Il faut avoir le sens de la dialectique. Ce que je suis en train de te dire, je suis en train de raisonner. Je suis en train de te dire que le monsieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément, c'est-à-dire que la critique qui vient de l'extérieur, Alpha Condé est comme ceci, il est comme cela, c'est-à-dire qu'ils sont en train de le juger à travers des prismes qui ne rentrent pas dans la conscience collective des Guinéens, quoi. Les Guinéens, c'est un peu Lansana Conté, c'est-à-dire, c'est un peu Lansana Conté, Sékou Touré, c'est des gens qui rentraient pas forcément dans les clous, mais c'était des gars qui incarnaient nos valeurs. C'est ça que je suis en train de te dire. Alpha Condé incarne les valeurs de la Guinée. C'est quelqu'un qui est loyal en amitié. Il y a des gens qui l'ont lâché entre 90 et 2010. Et il les a repris encore. Bon, chose qu'on ne voit pas assez souvent à l'extérieur. Hein. Il y a des gens qui ont lâché des futurs présidents, mais ils sont plus revenus. Ils sont restés ennemis, mais pas Alpha Condé. Et puis il assume les erreurs de ses collaborateurs, de ses amis. Il les assume. C'est pas un chef, c'est celui qui prend tout à son compte. Et puis... Oui. Monsieur Diané, vous êtes là?
Voilà. Je voudrais encore toucher quelque chose qui est très important parce que vous-même. Je suis là, j'attends la question. À travers vos analyses, il ressort des choses très pertinentes aujourd'hui. Mais la question qu'il faut savoir, il ne faut pas oublier, on a une thématique, c'est quoi? Pourquoi Alpha Condé doit-il continuer? Il faut réellement aujourd'hui que nous avons besoin des éléments soutenus qui peuvent motiver ses souhaits. Évidemment, lui-même, il ne s'est pas prononcé d'abord sur cette question, mais puisque ça fait la une, ça fait l'actualité, aujourd'hui, en tant que jeune, il faudrait réellement qu'on essaie de discuter autour de ce sujet. Monsieur Prosper, vous, en tant que citoyen aujourd'hui, quels sont les éléments tangibles, des preuves à brandir aujourd'hui qui motiveraient plus le peuple à demander un mandat de plus au président de la République? Encore une fois, un mandat de plus, c'est une erreur de langage. Mais un nouveau mandat dans une nouvelle république, ce qui est légitime, ce qui est fondamental. D'autant bien que le référendum du 22 mars a été contesté par l'opposition. Contesté par le FNDC, dont on connaît les composantes. Il faut faire la précision. Nous connaissons la composante de ce FNDC. Ce sont des personnes, des opposants lointains et d'ailleurs qui ont servi des régimes anciens qui se déguisent en FNDC pour venir combattre celui qui avait 40 ans dans l'opposition sans pourtant s'offrir une opportunité d'exercer une fonction dans l'administration des régimes antérieurs. Il ne faut pas le nier. Cette précision, il faut vraiment la faire. C'est très important. Donc, pour vous, le FNDC, c'est les anciens ministres parce que nous connaissons le parcours de chacun de ces gens. Et voilà, nous connaissons leur passé. Nous connaissons. Écoute, Evra, je peux? Oui. Je vous le dis, il est l'incarnation de la légitimité populaire. Pour 2 mandats, pour le mandat, il n'y a pas d'adversaire en face. Ça, il ne faut pas qu'on se voit en face. Il n'y a pas d'adversaire. Il n'y a pas d'adversaire. Les mêmes adversaires, ce sont les anciens adversaires d'hier qui se retournent en bon adversaire pour pousser le peuple à jubiler ou à s'opposer réellement ou à créer des manifestations sans cesse. Nous connaissons combien de fois ces gens-là ont fait des manifestations aussi. La force de la rue n'est pas la solution dans un État démocratique, un État de droit. Voilà, Prosper, c'est bien compris. Diané, pour vous, vous pensez que le président est le candidat idéal? C'est le candidat du peuple? Mais cela va sans dire. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire qu'il n'est pas le candidat du peuple. Moi, ce qu'on veut dire que le peuple ne sait pas ce qu'il veut. Mais si on considère que le peuple est en démocratie, le peuple est la référence, Alpha Condé est le candidat naturel, quoi. C'est lui qui a en tout cas réussi à mettre la Guinée sur les rails, c'est lui qui a sorti la Guinée de toute cette misère que les Cellou et les Sidya Touré l'ont mis. Donc, franchement, aujourd'hui, c'est de façon naturelle que le peuple réclame son candidat. Franchement, les sons que j'entends de gauche à droite, dans les marchés, dans les lieux publics, malgré la Covid-19, tout ce que j'entends, Alpha Condé ne peut même pas refuser de rempiler parce que la pression est très grande. Ce n'est pas de la propagande, croyez-moi. Voilà. Alpha Condé, le candidat idéal du peuple. Est-ce qu'il y a des perspectives qui motiveraient ces choix du peuple? Oui, mais imagine-toi, en 10 ans, j'estime que je suis plus âgé que vous, donc je connais un peu l'histoire. Parce que moi, j'ai quand même connu, quand j'étais petit, le ministère qu'on appelle le ministère de Concouré. Les Guinéens ont rêvé d'avoir Koukou Tamba, ils ont rêvé d'avoir Foufoumi, ils ont rêvé d'avoir Kaleta, ils ont rêvé d'avoir Swapiti. Mais en moins de 10 ans, 2 régimes, c'est-à-dire trois présidents de la République se sont succédés. L'ancien Conté Sékou Touré Dadi, c'est bon, un peu Sekouba Konaté. On n'a eu qu'un seul barrage hydroélectrique de construire. Bon. En 10 ans, Alpha Condé a sorti tous les barrages qui étaient un lointain, comment on appelle ça, un lointain rêve pour les Guinéens qui sont devenus des réalités aujourd'hui. C'est tellement. Mais monsieur Julia Touré de l'IFR te dira qu'il a rectifié Conakry, il a rectifié la Guinée. Evra. Oui.
Oui, mais quand si, vous attendez. Oui, Prosper. Quand Sidi Touré dit ça, il le dit aux petits naïfs qui ne comprennent rien. Mais moi, en 96, j'étais à Conakry. Son premier acte, d'abord, dans le cadre de l'électrification de Conakry, c'était d'aller acheter, c'est-à-dire un groupe électrogène hors d'usage au Nigeria. Il n'a même pas eu le courage d'assumer, mais Kassouri l'a dit à l'ancien ministre de l'énergie, Mohamed Lamine Fofana, qui vit à Londres actuellement, l'a dit dans Jeune Afrique, c'est Sidia qui a ordonné l'achat de ce groupe. On a perdu des millions de dollars. Donc quand Sidia dit qu'il a donné de l'électricité, bon, mais quand c'est Sidia, méfiez-vous, hein, parce que Sidia a été capable de dire que c'est lui qui a réformé, qui a mis sur les rails l'économie ivoirienne entre 1991 et 1993. Alors que tous les Ivoiriens le savent, c'est Alassane Ouattara qui était Premier ministre, lui, il n'était qu'un chef de cabinet. Moi qui connais le fonctionnement de l'État, je sais qu'un chef de cabinet, surtout à cette époque, n'était qu'un bon porteur de sac. Voilà. Les propos de Sidi Touré les propos de Sidi ne valent rien, quoi. Voilà, Monsieur Diané, nous allons revenir chez Prosper. Prosper, aujourd'hui, on met la gouvernance du professeur Alpha Condé sous bascule et celle des anciens ministres que vous dites de temps de Lansana Conté là tout. Qu'est-ce qui va peser le plus en termes d'infrastructure, en termes de réalisation? Parce que nous voulons parler des concrets ici dans ces lives. C'est des concrets que nous avons besoin. Oui. Le concret, il faut le dire, du barrage de... Parce que pour se vanter du barrage, ils vont dire non, mais il a fait toutes ses réalisations, mais il doit maintenant passer la main puisqu'il est en fin de mandat. C'est ce que les gens peuvent faire croire. Mais vous savez, on ne peut pas retirer dans la main le fruit ou l'œuvre bâtie par quelqu'un et pour lequel les gens qui sont en train de le combattre aujourd'hui ont passé plusieurs années sans chercher à construire ou à bâtir cette œuvre-là. Je suis en train de dire quelque chose de très important. Le président Alpha Condé est le seul président dans la République de Guinée à passer sur l'Union africaine. Et nous savons combien de fois il est en train de tirer toutes les réformes institutionnelles dans la sous-région dans la sous-région. Ça, nous le connaissons très bien. L'UA, je vais dire bien l'UA, nous connaissons ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a apporté dans la réforme de l'institution et le panafricanisme engagé dont il incarne. Ce n'est pas des choses aussi superficielles qu'il faut réellement tenir compte, mais il faut aller sur le fondamental. Je dis bien en termes de leadership, tant sur le plan national et international, en termes de vision. D'abord, dans le soutien des pays sous-régionaux, il faut dire qu'Alpha Condé incarne la légitimité populaire. Nous connaissons combien de fois il a intervenu dans la gestion des conflits dans la sous-région, en Guinée-Bissau, au Niger, en Gambie. Nous connaissons combien de fois ce dernier a toujours été à pied d'œuvre pour apporter des secours et des aides favorables dans la sortie des crises dans les autres pays. Ce sont des réalités qui ne sont pas cachées. En termes de bilan, tous les barrages réalisés, des barrages de Soapiti, de Keleta, de Kukutamba et de Fobi qui sont en cours, ce sont des barrages que les gens ont fait plusieurs années, c'est sans pour autant les réaliser. Non. Nous connaissons les donc si je comprends très bien, tout cela ne veut pas dire, que cela donne la légitimité. Monsieur Prosper, si je comprends très bien, pour vous, il n'y a pas match. Donc, c'est le candidat idéal, c'est le choix du peuple. Donc, aujourd'hui, il faudrait encore que les Guinéens lui réitèrent l'engagement à lui soutenir pour un mandat de plus de 18, sachant bien que la CENI a déjà fixé la date des élections présidentielles. Mais bon, là, c'est bien, parce que déjà, vous êtes longuement étalé sur les réalisations, notamment sur les barrages, les différents barrages et autres. Mais est-ce que, à un moment donné, l'administration, si on s'effonce sur des principes de base, on dit l'administration, c'est une continuité. Est-ce que c'est pas nécessaire qu'il donne la place à une autre personne, à la génération future, de pouvoir continuer des projets que lui, il a déjà bâtis? Est-ce que vous ne trouvez pas que ça serait aussi l'une des solutions, l'alternative? Bon, moi, excuse-moi, Prosper, je vais répondre à cette question. Mais je viens de te dire que cette question n'avait pas de sens, quoi. Il faut arrêter, c'est un fantasme.
C'est-à-dire que c'est le peuple même aujourd'hui qui demande à ce qu'Alpha Condé continue. Quand je dis peuple, je sais faire la différence entre les composantes de la nation, quoi. Mais la majorité des Guinéens ne trouvent pas meilleur candidat aujourd'hui que lui. La force d'Alpha Condé, la légitimité de sa candidature naturelle dépend même pas forcément de lui, dépend à la fois du peuple et de ceux qui sont en face de lui. Mais imagine-toi, quand tu as un type comme Sidi Touré, bon, qui a tout raté dans sa vie, mais qui te dit qu'il est capable de faire de la magie, bon, finalement, tu te méfies. Quand tu as Seloudel Ndiallo qui n'a que, c'est-à-dire quand il parle, à peine si tu ne vois pas le feu sortir de sa bouche, quoi. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? On l'a vu ici. Il était presque vice-président. Là, c'est quand il était malade, il avait la leucémie. Qu'est-ce qu'il a foutu? Rien, il a fait que détourner de l'argent, envoyer de l'argent, c'est-à-dire aller investir à Dakar, aux États-Unis. Bon, il a plein d'argent, il paraît, au Sénégal. Il a même été un moment, une fois, le premier investisseur du Sénégal. Bon, ça, je passe sur ça. Bon, maintenant, ceux qui disent qu'Alpha Condé veut s'éterniser au pouvoir, est-ce qu'ils se posent la question comment des pays comme ceux qu'on appelle les dragons d'Asie se sont développés? Ils sont développés parfois sous la présidence des gens qui ont fait 15 ans, 20 ans, 30 ans au pouvoir. Peut-être que les Guinéens doivent aller prospecter cette histoire-là aussi. Excuse-moi, il y a à côté de nous. Non, excuse-moi, je termine, parce que la question est très importante. Revenons sur l'Allemagne, Madame Angela Merkel. Elle a fait combien de mandats à la tête de l'Allemagne? Aujourd'hui, quand on lui pose la question sur sa durée à la tête du pays, mais elle dit clairement à tout le monde, ils disent parce qu'elle a initié des réformes qu'elle veut terminer, mais personne ne vient taper sur elle parce que bon, personne ne vient taper sur elle. Paul Kagame au truc, comment on appelle ça? Au Rwanda. Tous les militants de l'UFDG, parce que j'insiste dessus, tous les militants de l'UFDG en font une sorte de pape de la réussite, quoi. Mais le gars, il est là-bas depuis combien d'années? Il a eu reçu, c'est-à-dire combien il a reçu des institutions de Bretton Woods dans le cadre de la facilité de financement accéléré. Bon, enfin, les Européens voulant se donner, et les Occidentaux voulant se donner bonne conscience par rapport au truc, comme on appelle ça, la guerre qu'il y a eu, le génocide qu'il y a eu dans son pays, on facilite assez de choses pour lui. Mais après, tous les jours, on dit Alpha Condé veut se terroriser, mais il a passé combien d'années au pouvoir? C'est sa 10e année. Arrêtez ça. Donc, pendant 10 ans, donc aujourd'hui, pour vous, puisque vous avez pris des exemples sur des présidents comme Paul Kagame et autres, donc pour vous, il faut une démocratie africaine, une démocratie africaine. La démocratie dans son sens réel, c'est-à-dire dans son vrai sens, dans son sens étymologique, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais la démocratie, le peuple de Guinée, c'est qui? Le peuple de Guinée a sa personnalité, le peuple de France a sa personnalité. On ne va pas demander aux Guinéens d'exercer la démocratie comme les Français le font. Je suis tout à fait d'accord, les droits, c'est-à-dire il y a des valeurs universelles, le respect des droits de l'homme, le respect de la pluralité. Bon, je suis d'accord avec ça. Mais on ne peut pas me demander, moi, Guinéen, d'accord, universaliste, mais de voir la démocratie comme les Américains le voient ou comme les Français le voient. Je préfère voir la démocratie en tant que Guinéen et respectant les règles, nos valeurs ancestrales. Voilà. Parlant au fait sur le bilan, parce que moi, c'est sur ça que j'aimerais beaucoup qu'on en parle. Monsieur Prosper, aujourd'hui, est-ce que vous ne trouvez pas des trop? Parce que vous-même, vous savez, les élections du 22 mars, elles ont été contestées, des élections qui ont été boycottées par l'opposition dite républicaine, que vous-même vous qualifiez d'opposants réunis au sein du FNDC. Mais est-ce que vous ne trouvez pas aujourd'hui dangereux si c'est-à-dire le parti au pouvoir demandait aujourd'hui le président à se présenter pour un mandat de plus? Est-ce que vous ne trouvez pas dangereux? D'autant bien que le climat social est un peu fragile. Vous-même, vous le savez, tout ce qu'on a vécu pendant les campagnes, mais aussi pendant ces consultations populaires. Est-ce que vous trouvez opportun aujourd'hui que le parti demande au président d'être son candidat? Merci bien. Je vous l'ai dit encore une fois qu'il y a des gens dont l'œuvre est de suicide. Excuse-moi, Prosper, un mot rapidement. Evra, tu connais une seule élection en Afrique qui n'a pas été contestée? Non, le cas ne se pose pas parce que puisque nous parlons de paix, puisque nous parlons de la stabilité, c'est dans ce sens que je suis en train d'aborder, quoi.
Oui, laisse-moi, je te pose une question. Je te dis, est-ce que tu connais une seule élection en Afrique non contestée par l'opposition? Enfin, par le perdant, quoi. Bon, nous le savons généralement, la démocratie, c'est toujours le oui et le non. Les camps adverses, oui, mais c'est que, non, tout. Non, écoutez, en France, quand Macron a gagné, Marine Le Pen a perdu, et Marine Le Pen, elle s'est inclinée face à la décision du peuple. Mais je te parle de l'Afrique. Est-ce que tu as vu une fois une élection se passer que quelques personnes ne trouvent à redire, quoi? Ça n'existe pas. Donc, quand on critique, quand on remet en doute, c'est-à-dire... Vous allez me permettre... Oui, c'est pour te dire que quand on remet en doute ce qui s'est passé, le double scrutin du 22, ça ne veut rien dire, quoi. C'est juste un sport national en Afrique. Diané, nous allons accorder un temps à Prosper pour pouvoir accorder. Prosper, on t'écoute. Voilà, je dis que dans ce pays, il y a toujours des gens qui ont suscité ou qui ont toujours cherché à nourrir la haine publique, à entraîner le peuple guinéen, à entraîner la population guinéenne à s'approprier d'une haine. La haine publique, là, les facilite leur mission, leur permet de créer du désordre dans le pays. De créer ces désordres. Vous vous dites que sur la contestation du FNDC, comme ils le disent, le troisième mandat, c'est en fait une main noire cachée de l'opposition qui est derrière. Nous connaissons très bien l'offre qui a été faite. On les a dit de venir à la table. Nous allons discuter, ce qui n'était pas caché. Le Premier ministre a fait m'étendre à toute la classe politique de venir pour qu'on se discute. Toutes les composantes, que ce soit de la société civile, des partis politiques, étaient vraiment, la porte était ouverte à toutes les composantes de venir discuter de comment il faut passer à l'adoption d'une nouvelle constitution. Mais les gens ont refusé. Il y a ce problème de repli pour des questions d'intérêt politique qui n'arrangent pas le progrès de ce pays-là. Et quand, pour eux, la seule solution, c'est de sortir dans les rues, manifester, à rendre ingouvernable le pays au président Alpha Condé. C'est ce qu'ils ont toujours fait pendant les 10 ans. On ne peut pas progresser, on ne peut pas bâtir un pays, une république, que dans le désordre. C'est pratiquement impossible. Les gens, ils réclament leurs droits, mais tout en sortant toujours dans la rue. Quand on leur dit de venir au dialogue, ils disent qu'ils ne peuvent pas faire le dialogue. Mais on ne peut pas aller à la fois au dialogue, c'est-à-dire on ne peut pas accepter de bâtir, ou bien on ne peut pas prétendre se positionner pour un bon candidat aux yeux du peuple et toujours chercher à faire sortir les enfants dans les rues pour les sacrifier afin d'obtenir ce qu'on veut. Cette situation, ce jeu n'arrange pas et c'est un élément qui témoigne l'observation du peuple de Guinée à l'égard de ces gens-là. Ceux qui ont toujours prôné la haine, ceux qui ont toujours prôné la violence, ne sont plus crédibles aux yeux du peuple de Guinée. Ça, c'est fondamental. Et ce sont des gens qui ont toujours cherché à tout prix, par tous les moyens, pour accéder au pouvoir. On ne peut pas accéder, le pouvoir se négocie. Et ça, c'est clair, c'est connu de tout le monde. Le pouvoir sort dans les urnes et à la fois, ça se négocie sur la table de négociation. Et cette négociation-là, il va falloir que les composantes politiques se retrouvent pour en discuter. Mais nous ne pouvons pas accepter. Et pourtant, quand c'est mal, ils font ça pour salir le régime d'Alpha Condé, ils font ça pour salir le régime qui vient. Et en fait, c'est qu'il n'a pas travaillé pendant les 10 ans, il n'a pas travaillé, il n'a pas fait ceci. Et après, ils se positionnent pour faire croire qu'ils sont les bons candidats. Mais nous connaissons tous ce qui se passe dans ces pays. Le peuple n'est pas aveugle, il est le seul qui incarne le choix, il est le seul qui est le juge à dire celui qui veut l'accompagner et celui qui ne veut pas l'accompagner. Alors, le président Alpha Condé, depuis 40 ans, toutes les élections dont on avait organisées et qu'il perdait, jamais il n'a fait sortir les militants. Le RPG n'a jamais manifesté pour ceci ou cela. Ça, c'est clair, c'est connu de tout le monde. Ça, c'est clair, ce n'est pas caché. Alors, il a toujours gardé sa patience pendant 40 ans de lutte. Pendant 40 ans de lutte, il n'a toujours pas gardé sa patience jusqu'à ce qu'il a accédé au pouvoir. C'est un élément très important. Mais regardez le FDJ, depuis plus de 10 ans, c'est la voie de la rue et par la force. Oui, mais d'autant bien que vous ne voulez pas, d'autant bien qu'il ne faut pas oublier que aussi la manifestation, c'est reconnu par la loi aussi. Hein. Quand on a un ras-le-bol, quelquefois, il faut sortir, exprimer sa colère, c'est aussi un droit reconnu.
Ce droit, autant qu'il est reconnu, autant on est d'accord avec, je suis d'accord avec toi que... Oui, Diané, on te suit. Autant qu'il est reconnu, ce même droit nous permet également, la rue n'est pas la solution à tous les problèmes quand même. Ça, c'est clair. C'est pas fondamental. Surtout que ceux qui font sortir les enfants des gens, qui ont endoctriné la mentalité de la jeunesse guinéenne, dans la majorité, surtout sur la route de l'Axe, n'ont pas la force de chercher les larmes des enfants qui ont perdu leur âme pendant ces manifestations-là. Mais parfois, il faut arrêter. Il faut arrêter. Si ceux qui sacrifient les enfants des gens n'ont pas le courage de sortir, parfois même dans les manifestations, et se mettre devant la foule, et pourtant, ils savent bien que c'est eux qui cherchent le pouvoir, mais ils doivent marcher sur des cadavres pour accéder. Mais ça ne passe pas. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Nous sommes dans une dynamique. Nous sommes dans une dynamique qu'il faut rompre. Il faut rompre avec ceux qui nous savons le pouvoir d'accorder sont aussi dans ce système. Ça ne marche pas. Nous sommes dans une dynamique générationnelle. Et cette dynamique générationnelle permet de rajeunir l'administration guinéenne peu à peu. Et c'est ce que le président Alpha Condé est en train de faire. Oui, Prosper, nous savons tous que des déclarations qu'il y a eu à la veille des élections, l'opposition plurielle, je voulais parler de celle républicaine souvent, c'est dit que ils n'ont que cette méthode violente pour pouvoir exprimer les ras-le-bol. À un moment donné, est-ce qu'on n'a pas envie d'écouter aussi un peu la voix de la... Parce que ils se disent que aller au dialogue avec le président, que ça n'a pas de sens parce que ça ne tient à rien, ça n'a ni tenant, ni de tenant, ni d'aboutissant. Donc, à un moment donné, il s'est dit qu'il faut passer par la rue pour se faire entendre. Mais bon, vous avez avis contraire sur cette stratégie de l'opposition. Mais est-ce que ce ne serait pas ce qui les motiverait souvent à descendre dans la rue, comme le dit Cellou, que le professeur Alpha Condé n'entend que la voix de la rue? Evra, avez-vous vu dans quel pays occidental où pour des questions de référendum, les gens partent s'en prendre à des bureaux de vote, brûler les bulletins de vote et même s'en prendre à des juges administratifs pour les brûler? C'est sanguinaire, nous voyons tout ça. Parce que simplement, nous voulons avoir ceci, nous voulons avoir cela. Mais ça ne peut pas marcher. Je vous dis encore une fois que c'est en Guinée où la liberté d'expression a tellement eu son paroxysme que des gens se permettent d'insulter à longueur de journée le président Alpha Condé. Et ça se passe sur les réseaux sociaux partout. Nous voyons à longueur de journée les gens qui insultent, qui caricaturent même le président Alpha Condé et publient comme bon escient. Mais ils n'ont jamais été arrêtés. C'est pour dire que le président Alpha Condé a laissé tellement la démocratie, la liberté d'expression a laissé tellement le libre choix et la libre opinion aux Guinéens. Et c'est ce qui fait que les gens font ce qu'ils veulent. Sinon, vous ne pouvez pas vous permettre d'insulter un président dans d'autres pays, mais vous êtes incarcéré. Mais ces arrestations n'ont jamais été faites. Donc, c'est pour dire voilà, la sérénité et le leadership politique. Voilà, Prosper, nous avons suivi avec intérêt et maintenant, là, nous allons prendre aussi Mohamed Saïdou Diané pour recueillir ses avis. Qu'est-ce que vous pensez sur cette question de violence? Bon, avant de répondre sur la question de la violence, je dois répondre sur une question qu'on n'a pas bien traitée. Cette question, c'est la critique que les gens font de cette affaire du référendum double scrutin du 22 mars 2020. Souvent, j'entends des journaux à l'extérieur qui se mettent à critiquer, raconter du n'importe quoi dessus. Mais il faut reconnaître quelque chose, que la Guinée est victime un peu de son passé. On juge généralement la Guinée à travers ce qui s'est passé entre 1958 à 2010. Donc, finalement, les journalistes ne fournissent pas, de l'extérieur, hein, même les alimentaires qu'on a ici, comme le farfelu de Mohamed Mara, je m'excuse. Mais il critique le régime Alpha Condé en ne tenant même pas compte du passé de la Guinée, du déficit démocratique que ce pays-là a connu. Aujourd'hui, Alpha Condé a fait la réforme des forces de défense et de sécurité. Oui. D'accord, ils font pas toujours bien leur travail, quoi. Mais après, moi qui
moi qui étais au collège entre 1990 et 1995, je sais qu'en Guinée, à Conakry, quand il y avait des grèves au lycée donc, ou à l'université, c'est l'armée qui réprimait, pas la police. Et la différence se trouve entre la police, elle est formée pour c'est les gardiens de la paix, c'est pour maintenir la paix sociale. Mais quand on sort de l'armée, c'est quand on a envie de faire du mal. Mais aujourd'hui, depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir, on ne voit pas l'armée dans la rue. Voilà. Pardon? Nous ne sommes plus à la même époque. Oui, mais c'est pas parce que c'est pas parce que l'époque a changé qu'on ne peut pas faire les mêmes pratiques. Allez-y, en Corée du Nord, on n'est plus en 1960, alors en 1945-50-60, où le communisme était à son paroxysme, mais aujourd'hui, ils sont en train de faire du communisme. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'il y a les époques qui ont changé, mais c'est qu'il y a des hommes qui influencent les époques. Alpha Condé a influencé 2010 à 2020. Acceptons-le. Voilà. Imagine un tout petit peu. Attends, laisse-moi terminer sur cette question. Imagine un tout petit peu un blogueur guinéen en prison. Ça s'est jamais fait. Allez-y, va un peu au Niger. La blogueuse qui est en prison, elle est en prison pourquoi? Des journalistes emprisonnés au Sénégal. Macky Sall s'est arrangé. Bon, je m'excuse, hein. Il s'est arrangé. Bon, je pas pour la digression quoi. Il s'est arrangé quand même à envoyer la plupart de ses challengers en prison. Mais Alpha Condé ne l'a pas fait, alors qu'il avait de la matière. Voilà, puisque nous sommes pris par le temps, Monsieur Prosper, vous, en deux phrases, en tant que citoyen et observateur de la politique guinéenne, qu'est-ce que vous pensez réellement? Quel est l'argument que vous pouvez aujourd'hui brandir aux yeux du monde pour dire que le président Alpha Condé est le candidat idéal, le choix du peuple? Il est le candidat idéal au regard des adversaires en face, au regard de la Constitution en face. Il est le candidat idéal au regard de toutes les réformes politiques, économiques, sociales et même sur l'échelle internationale qu'il a apporté pendant ces 10 années. Ça, je vous le dis clairement que le président Alpha Condé, si je vous le dis par rapport aux autres régimes, et aujourd'hui, il mérite de se représenter, mais dans un nouveau mandat. Je précise que la Constitution l'offre l'opportunité de se présenter au même moment, dans la mesure où son parti l'autorise. Et tout à l'heure, là, nous saurons dans les jours à venir si le parti l'autorise, et bien, légitimement, fondamentalement, il sera le candidat idéal face à cette question. Voilà, merci Prosper. Logiquement, légitimement, comme vous le dites, est-ce que M. Diané, en deux phrases, qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui brandir pour montrer à ces républicains que le professeur Alpha Condé est non seulement le choix du peuple, mais aussi le choix idéal? Bon, en deux mots, c'est simple. Je dirais à tous les Guinéens qui s'intéressent à la politique, Alpha Condé, c'est d'abord la somme positive de Sékou Touré, Lansana Conté, Dadis, et en opposé à ceux qu'ils avaient de négatif. Donc c'est le meilleur candidat forcément parce que il est un peu la garantie aujourd'hui de l'unité nationale. Il a un bilan qui parle en sa faveur, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire son bilan, comparé à ses prédécesseurs, c'est bon, comme on le dit, il n'y a pas match, quoi. Donc, franchement, c'est le meilleur candidat. Et puis, c'est visible aussi, même à l'extérieur du pays, tout ce qu'il a pu faire. Imaginez un peu à l'Union africaine, quand il a été élu, un vieux problème, bon, peut-être que les plus jeunes ne savent pas de quoi je parle. Mais le problème du Sahara occidental avec le Maroc qui est revenu à l'unanimité grâce au professeur Alpha Condé, bon, franchement, c'est le meilleur candidat en Guinée. Voilà. Merci. Nous arrivons au terme de ce live. Nous vous rappelons que nous allons au fait continuer à faire des débats de façon quotidienne. Et vous avez la possibilité, vous, d'interagir au cours de nos différents lives que nous allons tenir.
Et pour l'air, nous allons vous remercier de l'attention que vous avez portée au Forum républicain, tout en vous rappelant que vos suggestions et critiques sont prises en compte. Et moi, c'est Tono Faye Isiaga, communicant de profession. Donc, nous vous disons merci pour l'attention, mais aussi pour le respect que vous avez accordé à ces débats. Donc, nous allons vous quitter. Nous disons merci et on se reprend à très bientôt. Allez, merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est